commencer puisqu'il est 14 heures tout pile. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour l'avant-dernier séminaire de l'année universitaire, donc qui va être dédié aujourd'hui aux jeux de hasard et d'argent et en particulier aux aspects marketing liés aux jeux. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Guillou, qui est professeure de psychiatrie addictologie à la faculté de Brest et qui a développé une expertise dans le champ du marketing social lié aux addictions. Donc là, Morgane va nous faire part de son expérience et expertise en matière de jeu. Donc, Morgane, je vais te laisser la parole et juste préciser aux gens qui nous écoutent de bien penser à couper leur micro pour ne pas gêner notre conférencière. Et puis, il y aura un temps de questions à l'issue de la conférence de Morgane. Donc, vous pouvez poser vos questions en les écrivant au fur et à mesure dans le chat. Et puis, moi, je les relayerai au professeur Guillou tout à l'heure. Donc, merci Morgane. Et puis, je te laisse la parole. Ben, merci beaucoup Marie. Bonjour à tous. Alors, je m'excuse d'avance si je vais essayer d'avoir un débit de parole pas trop rapide, ce qui est souvent mon grand défaut. D'autant plus quand je suis en vidéo devant un écran, c'est encore pire, mais je vais essayer d'être assez compréhensible. Donc effectivement, on m'a demandé d'aborder la question du marketing des jeux de hasard et d'argent, et c'est vrai que c'est une question sur laquelle on travaille depuis quelques temps. Alors déjà, pourquoi cette question-là? La première raison, c'est surtout et avant tout la clinique. C'est-à-dire que cette question-là, c'est une thématique qui revenait très souvent en consultation individuelle avec les joueurs, mais aussi en groupe de parole. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec, par exemple, un jeune de 25 ans qui peut dire: je suis envahi sur mon fil d'actualité, sur les réseaux de propositions et actualités, sur les paris et poker. Ça me donne envie de jouer. Je ne sais pas comment finalement sortir de cette construction, en tout cas, de mes réseaux sociaux ou une dame de 80 ans qui joue plutôt en lieu de jeu réel, grattage et machine à sous, casino en réel, qui dit bah, finalement c'est étonnant, moi je ne joue pas en ligne, mais sur Facebook je suis quand même envahi par des publicités liées aux jeux d'argent. Un homme de 40 ans qui peut dire c'est très difficile, dès que je regarde un match, il y a des publicités de jeux d'argent partout, je n'arrive pas à résister aux envies, je zappe à chaque fois, mais c'est compliqué. Ou d'autres, par exemple, qui peuvent vous dire aussi dans la rue, quand on se promène, il y a des publicités de jeux d'argent partout. Et dès que je passe finalement devant un bar Théma PMU, même sans y rentrer, il y a des éléments qui sont attractifs et c'est très difficile, etc. Donc finalement, la question, c'est, on peut travailler en individuel avec des gens, mais s'ils sont exposés en permanence à des stimuli marketing positifs, c'est peut-être aussi intéressant d'aller creuser cette question-là en tant que soignant. Alors déjà, ben, tout ça, l'approche du marketing social dont parlait Marie et du marketing, notamment dans les liens avec la santé, c'est très important parce que dans un modèle tel que celui-là, qui est d'Algren et de Whitehead, on peut voir que dans les différents facteurs de risque que l'on connaît, il est essentiel à l'heure actuelle d'intégrer tout ce qui est conditions socio-économiques, culturelles et environnementales. Et dans ces conditions-là, actuellement, il faut vraiment pouvoir finalement intégrer tout ce qui concerne les déterminants commerciaux de la santé. C'est-à-dire que c'est vraiment une thématique qui émerge. D'ailleurs, il y a un réseau qui émerge en France sur les déterminants commerciaux de la santé. Et c'est quelque chose, une thématique sur laquelle, en tant que médecin, à mon avis, en tant que soignant, c'est important il est important de s'y pencher. Et les liens entre les déterminants commerciaux de la santé et les addictions sont très forts parce que il y a tout ce qui est marketing direct. Le marketing direct, c'est tout ce qui est placement dans les films, par exemple. Là, il y a l'exemple de James Bond et l'alcool. Le produit, le prix, le produit et tout son packaging, le prix du produit. Qui est aussi un élément qui va inciter et faciliter l'accès et l'achat, et la publicité. Et donc ces quatre éléments-là sont vraiment ce qu'on appelle le marketing direct et qui font qu'on peut avoir aussi une multiplicité de stimuli positifs commerciaux vis-à-vis d'un objet potentiellement addictif, ça va être le jeu pour aujourd'hui. Et c'est la cible, bien sûr, c'est le consommateur et c'est comment toujours aller plus toucher le consommateur et en général, toujours toucher d'autant plus ceux qui consomment déjà pour qu'ils consomment encore plus. Et l'autre élément important aussi sur lequel finalement certains travaillent, mais qu'on connaît assez peu, dont on est assez éloigné en tant que soignant parfois et à tort, c'est tout ce qui est stratégie de lobbying, puisque c'est vrai que les cibles vont être les politiques, les leaders d'opinion,
et qui vont finalement avoir une influence très forte sur ces comportements, ce marketing, la place du marketing et comment on peut finalement toucher les consommateurs, finalement au travers des lois, de la réglementation, et c'est quelque chose qui est aussi important à intégrer. Dans les addictions, bah forcément, les liens sont assez forts. Alors, il y a l'alcool, hein, le marketing de l'alcool, c'est une thématique dont on parle aussi régulièrement. Les jeux d'argent, comme on va évoquer aujourd'hui, mais aussi tout ce qui est produits nicotiniques, même s'il y a une réglementation, une régulation de la publicité qui est beaucoup plus stricte, mais aussi tout ce qui est junk food, alimentation, où on voit bien qu'il y a toute cette thématique assez proche et les stratégies sont souvent assez communes. Et finalement, avec l'idée de tout ça, ça représente beaucoup d'argent. Et pour résumer, plus c'est addictif, plus ça fait vendre. Et que finalement, souvent, les intérêts commerciaux sont assez peu compatibles avec les intérêts globaux de la santé publique. Alors, les facteurs qui influencent les pratiques des jeux d'argent, on connaît bien les facteurs individuels, les caractéristiques de jeu, les facteurs environnementaux. Et finalement, à cheval, entre les caractéristiques de jeu et les facteurs environnementaux, intervient le marketing dont j'ai parlé, donc le marketing des jeux d'argent avec la notion de placement de produits, la promotion, le prix, les publicités des produits des jeux d'argent. Et sous trois dimensions importantes qui vont être la disponibilité des jeux d'argent, l'accessibilité des jeux d'argent et l'attractivité des jeux d'argent. Alors là, je vous mets un extrait d'un article du Monde de 22 novembre 2022, hein, où finalement, il dessine une convocation d'opérateurs de jeux à l'autorité nationale des jeux, 10 contre 1 qui vont nous dire qu'on en fait trop. C'est vrai qu'en 2021, 17 opérateurs agréés avaient presque doublé leur chiffre d'affaires par rapport à 2020. Et dans l'article, ben, la question, c'était finalement, pour augmenter leur part de marché, n'en ferait-il pas trop? Alors, les facteurs qui influencent donc, dans les pratiques de jeu d'argent et qui sont liés à ces stratégies marketing, c'est tout d'abord la disponibilité et l'accessibilité. Et pour ça, il y a une augmentation, une diversification de l'offre qui est considérée comme préoccupante, mais au niveau mondial, d'autant plus dans les pays développés. Avec, par exemple, en Australie, augmentation de 33% du budget marketing, promotion des jeux d'argent entre 2011 et 2018. En Grande-Bretagne, augmentation de 17% de ce budget-là de 2014 à 2018. Et que les dépenses marketing en Grande-Bretagne représentaient 10,3% du revenu brut des jeux d'argent. Les autres facteurs influençants, c'est le marketing et la publicité en soi. Donc, le secteur des jeux d'argent, c'est un des secteurs pionniers du développement de la technologie Internet, qui développe beaucoup d'expériences de jeux stimulant les différents sens, en intégrant de manière créative de nombreuses technologies audiovisuelles, des écrans tactiles, un son surround, la réalité augmentée, des contenus aussi très attractifs, etc. Ça amène qu'on a finalement des campagnes extrêmement sophistiquées pour les jeux d'argent qui sont disséminées partout. Alors bien souvent, quelqu'un qui ne joue pas va être assez peu sensible à ça. Si moi, j'engage, à chaque fois que j'interviens sur ce sujet-là, j'engage les gens à regarder, être plus attentifs et à compter dans la journée le nombre de stimuli positifs vis-à-vis des jeux d'argent auxquels ils sont confrontés. Et bien souvent, les gens reviennent plus tard en me disant qu'effectivement, ils ne s'étaient jamais rendu compte, mais qu'en fait, il y en a beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est inséré dans le quotidien de tout le monde, dans différents supports, les médias traditionnels, alors les affiches, la presse, la télévision, le sponsoring sportif. La presse, ça peut être parfois aussi même sous des... J'ai échangé avec une journaliste il y a très peu de temps qui s'interrogeait elle-même en disant, ben, c'est vrai qu'on fait un article de presse quand il y a un gain, par exemple, Française des Jeux dans un bar tabac, et finalement, c'est de la publicité déguisée. Elle se questionnait, elle, en tant que journaliste, sur ce positionnement-là et sur cette attitude à avoir. Le développement digital, qui est aussi actuellement, en tout cas, quelque chose de très préoccupant parce que via Internet, les réseaux sociaux, il y a quand même aussi une diffusion particulièrement intense d'images positives et de stimuli marketing du jeu d'argent. Et ça conduit à un espace vraiment ininterrompu de diffusion vis-à-vis des jeux d'argent. Alors, il y a une revue qui a été faite dans le BMC Public Health entre 2015 et 2020 sur les publicités de jeux d'argent, avec une analyse de contenu, qui est une étude internationale, de méthodes de diffusion, de mécanique et de composantes structurelles. Donc, c'est à partir de 23 articles. Ce qui ressortait de cette étude, c'est que dans le contenu, il y a vraiment une association très forte entre le jeu d'argent, la pratique de gambling et les émotions positives. Que le jeu d'argent est présenté vraiment comme quelque chose de fiable, de très ludique, d'attractif, de désirable,
Il y a aussi beaucoup de glamourisation. Ça apparaît comme quelque chose d'assez finalement sexy, avec une utilisation aussi de codes couleurs. Et puis, il y a une intégration de visuels, de pop culture, de cartoons, de célébrités, comme des sportifs, mais pas que. Voilà, ça fait appel vraiment à des images extrêmement positives et des personnes qui sont identifiées comme des leaders dans l'opinion et plutôt des gens qui réussissent en tout cas dans leur parcours. Alors, les messages en termes de contenu sont centrés sur les probabilités, les cotes, et souvent présentés comme des messages d'information. Et ce qui renforce d'ailleurs souvent une croyance un peu erronée des joueurs qui vont, notamment des joueurs problématiques, qui vont finalement avoir l'impression que le jeu d'argent, c'est plus un investissement, hein. Ils vont investir un type de jeu particulier, on a l'impression que c'est un investissement. Il y a souvent cette non-reconnaissance, en tout cas, de la perte de l'argent une fois que c'est donné, on va dire, à l'opérateur, une fois que qu'ils ont acheté un jeu, par exemple, ou misé. Et c'est vrai que c'est beaucoup utilisé dans les publicités, c'est-à-dire que c'est finalement comme un investissement. Donc ça renforce cette croyance-là. Et ils observent aussi une complexification des stratégies et qui vont parfois donner de manière un peu erronée une impression de plus de compétences et moins et faire oublier un peu la notion de hasard qui pourtant reste très importante dans les jeux d'argent. Quel que soit le type de jeu d'argent, il y a toujours une part de hasard. Et donc cette complexification fait qu'il y a une rallonge des temps de pari, par exemple, et ça va cibler aussi les plus gros parieurs qui vont être plus impulsifs. Alors, les autres éléments dans les contenus, et que peuvent beaucoup rapporter d'ailleurs les joueurs, hein, quelque chose de très incitatif, c'est les offres, les bonus. Finalement, des joueurs peuvent vous dire que de toute façon, avec les bonus, même avant d'avoir joué, ils ont l'impression d'avoir 500 euros, d'avoir gagné 500 euros tellement il y a de bonus. Des offres d'adhésion, des réductions, des happy hours, plus de... Alors, en Australie, ils ont identifié plus de 15 modalités, en tout cas, promotionnelles, surtout dans les paris sportifs, mais pas uniquement. Et c'est vrai qu'il y a une diffusion numérique qui va être multimodale. C'est diffusé via les réseaux sociaux. Et je révoquerai plus tard que les réseaux sociaux sont assez intéressants parce que c'est une modalité de diffusion qui est rapport qualité-prix très intéressante puisque c'est une modalité de diffusion un peu de type bouche à oreille. Ou alors via les messages directs, les mails, les SMS, qui peuvent être aussi des facteurs de risque de rechute, hein. On a quand même des patients qui racontent qu'ils ont pu arrêter et être relancés par SMS ou mail des mois, des années après. Ou alors par les réseaux sociaux de type Twitter, X ou diffusion publicitaire télévisuelle, par exemple dans des contextes de programmes sportifs. Dans les messages de jeux responsables, ils sont peu présents et peu visibles. En Australie, alors ils ont exploré des publicités de casinos sur le réseau social. 90% des contenus n'avaient pas de message de réduction de risque ou de protection des joueurs. Et en Grande-Bretagne, dans les événements sportifs télévisuels, donc 1% et 3%, donc respectivement pour la boxe et le foot, il y avait des messages publicitaires qui contenaient des restrictions d'âge et de réduction de risque. Donc vraiment une minorité des messages avaient des éléments de réduction de risque. Et le placement, il est vraiment massif. À titre d'exemple, dans les événements sportifs, hein, à titre d'exemple, ils ont comptabilisé le nombre de messages promotionnels lors d'un match de boxe et un match de foot en Grande-Bretagne. Et ils ont retrouvé qu'il y avait en moyenne 4,7 messages promotionnels par minute, puisqu'il y a tout le sponsoring, il y a les affiches, etc., qui font que sur les t-shirts, les maillots, sur les banderoles autour des stades. Et donc, 4,7 par minute dans le match de boxe et 2,5 messages par minute dans un match de foot. Et la dissémination, effectivement, par les réseaux sociaux aussi, qui est un message, qui est une modalité de communication maintenant et de diffusion très importante. Dans les autres éléments, en termes de stratégie d'interaction en ligne à visée marketing, ils développent aussi des boutons d'activité, des boutons de type like, des boutons de partage. Ils facilitent le téléchargement, ce qui va finalement augmenter l'engagement du consommateur et puis faciliter aussi les prises de décision un peu impulsives. Et puis mettre en place des conditions pour parier, gagner, retirer des gains. Et ces conditions sont finalement designées pour favoriser le pari en live et le rendre finalement plus urgent et plus à sensation et donc aussi souvent plus à risque et donc à majorer finalement le risque de perte. Dans les autres facteurs qui influencent les pratiques, c'est la législation et la régulation. Alors, la légalisation des paris sportifs en Europe depuis le milieu des années 2000 a fait que cette expansion de l'offre libéralisée mondialement a majoré l'accessibilité, la disponibilité et a quand même nettement rajeuni la population, notamment de parieurs de paris sportifs, et majoré aussi les problématiques d'addiction aux paris sportifs.
Il y a de nouveaux marchés, de nouveaux types d'usages. Et puis plus récemment, il y a eu toute la question aussi enfin actuellement, une question aussi autour du débat de la légalisation ou pas des casinos en ligne, avec quand même une inquiétude du côté de la santé publique, qui est que cette légalisation pourrait majorer les problématiques d'addiction. Alors, on sait que les joueurs de problématiques sont particulièrement influencés par le marketing des jeux d'argent. Ils auto-rapportent beaucoup plus d'exposition aux publicités et ils sont aussi beaucoup plus sensibles à l'influence négative de la publicité des jeux d'argent. Et ils représentent, les joueurs problématiques, une part importante des revenus des opérateurs. Par exemple, en France, la part du produit brut des jeux attribuable aux joueurs problématiques en 2019 était de 38,3%. Donc, en gros, une minorité des joueurs va représenter près de 40% du produit brut des jeux en France. L'autre particularité, c'est les spécificités en ligne. Alors, c'est vrai qu'on est sur une population extrêmement connectée. Alors, 51% de la population mondiale est connectée. Si on prend en France, le baromètre numérique 2025 dit que 72% des Français de 18 adultes disent passer plus de 2 heures par jour à viser loisirs sur le numérique. Et 39% des 18-24 ans disent passer plus de 5 heures à viser loisirs sur du numérique. On a une moyenne de 10 écrans par famille en France et les écrans captent en moyenne plus de 60% du temps libre des Français. Donc il y a vraiment une exposition, c'est un lieu de diffusion majeur et un lieu de fréquentation majeur. Et le marketing digital des jeux d'argent est vraiment pléiomorphe. Ça va du marketing des sites en ligne, qui peut être extrêmement bien fait, à la communication, en passant par les publicités, les promotions, les placements sur les réseaux sociaux et les médias. Il y a finalement assez peu d'études sur les stratégies marketing digitales des jeux d'argent et leurs potentiels effets. Donc, on s'était intéressé finalement aux stratégies marketing du jeu en ligne et leurs effets, et en tout cas leurs différentes stratégies identifiables. Alors, juste à titre d'indication, c'est une thématique pour laquelle l'Australie et la Nouvelle-Zélande est assez en avance. La majorité des études sur cette thématique viennent de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, assez peu en Europe. Alors, les méthodes utilisées, différents types de méthodologies dans l'analyse du marketing des jeux d'argent, mais plutôt quantitatives ou alors des études, il y a quand même 5 études mixtes et 4 qualitatives. Et puis, beaucoup s'intéressent au marketing, particulièrement du pari sportif en ligne, un peu moins finalement aux autres stratégies. Alors, dans cette revue de littérature, nous, on retrouvait 3 thèmes identifiés dans les spécificités du marketing en ligne. Le premier, c'était le sport est une cible majeure des stratégies marketing digitales des jeux d'argent, avec une multiplicité des plateformes en ligne et une diffusion via les médias et réseaux sociaux. L'autre élément que je vais développer un peu, c'est vraiment ce lien qui devient quasiment indissociable entre finalement jeu et paris et sport. Et on le voit aussi en pratique clinique, je trouve, cette difficulté à dissocier les deux. Et deuxièmement, l'autre élément clé qui ressortait, c'est que les stratégies marketing étaient assez genrées. Et l'autre élément, enfin, c'est qu'on retrouvait des stratégies qui ciblent quand même les plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est-à-dire au même titre qu'on définit les vulnérables, la vulnérabilité vis-à-vis du marketing de l'alcool, c'est-à-dire ce sont les plus jeunes et ceux qui ont un trouble de l'usage d'alcool, ben, dans le jeu d'argent, on retrouve la même chose, où finalement, les stratégies vont cibler les sujets jeunes et les joueurs problématiques. Alors, le sport, vraiment comme cible majeure des stratégies marketing digitales, on retrouve une exposition quotidienne au marketing digital, même sans le vouloir. 50% des joueurs, dans certaines études interrogées, disent avoir vu des stimuli marketing de jeux en ligne et 36% sur des réseaux sociaux. Et puis, plus de 8% disent avoir vu des publicités de marketing, de jeux d'argent sur des sites qui n'ont rien à voir avec les jeux d'argent. Les opérateurs sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. En Australie, 40% des joueurs disent avoir vu des stimulés marketing de jeux d'argent sur Facebook, par exemple. Et puis, rien que sur Facebook et Twitter, il y avait une moyenne de 62 000 likes et 30 000 followers parmi les 10 sites de paris les plus présents en Grande-Bretagne. Les campagnes sont aussi beaucoup diffusées via les médias sociaux. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement. C'est vraiment la méthode du bouche à oreille, avec le potentiel de créer une relation particulière personnalisée entre les usagers et les marques. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'alcool aussi d'ailleurs, c'est ce lien, en fait, cette affection, cet attachement à une marque, cette loyauté vis-à-vis d'une marque, et qui va être assez entretenu finalement par ces stratégies marketing. Sachant que la réputation, c'est le facteur de choix le plus important par rapport à un site de jeu d'argent, et que même un usage limité de médias sociaux par les opérateurs a un impact très important.
Et cette modalité-là, finalement, de bouche à oreille, de diffusion par les réseaux, va renforcer la norme sociale et valoriser le jeu d'argent parmi les fans, les followers et le réseau. Et les interviews d'opérateurs en Australie, qui vont même aller interroger des opérateurs pour vraiment faire une évaluation globale, ils disent bien, les opérateurs, que cette stratégie-là permet d'augmenter l'intérêt, la vigilance du public par rapport à la marque et d'augmenter les ventes, et que c'est finalement une méthode assez intéressante en rapport investissement-retour. L'autre élément qu'on retrouve aussi, c'est des stratégies personnalisées de type message direct, SMS, mail, appel. 10% de parieurs dans certaines études disent avoir reçu des SMS promotionnels, ce qui favorise chez les joueurs, on le sait, plus de mise, plus de temps passé, plus d'intention de parier et plus de mise chez les parieurs hippiques. Et puis, d'expérience en pratique clinique est aussi un facteur parfois de rechute. Et ces stratégies-là influencent les parieurs qui sont impliqués, actifs, avec de multiples comptes, et ça a une influence négative sur les parieurs déjà à risque. L'autre élément qui est quand même très important, c'est ce qu'on enfin, c'est la gamblification of sport et sportification of gambling. Donc, c'est vraiment cette intrication très forte entre sport et pari. Il y a vraiment une association très forte et fréquente entre le sport et le pari, avec la notion aussi d'engagement et de loyauté. L'idée est de renforcer l'ancrage profond du pari dans la relation des fans avec le sport. Et ils utilisent d'ailleurs dans les publicités des métaphores, par exemple la métaphore de l'amour, qui va faire appel à la loyauté des joueurs. C'est une association qui devient inévitable et le problème de cette sportification du gambling, c'est que finalement, parier devient quasiment un sport. Cette métaphore est utilisée en pas mal de publicités en ligne, et ce qui va minimiser finalement la part de hasard, ça survalorise les compétences et habiletés, sachant que les opérateurs de jeux d'argent vont être très associés aussi aux effets positifs du sport. Donc ça valorise aussi l'image de l'opérateur de jeu qui va lui être important comme acteur finançant le sport, sponsorisant les événements sportifs, etc. Pour exemple, par exemple, les JO l'année dernière, il y avait des opérateurs qui finançaient. Les joueurs deviennent incapables ensuite finalement de suivre leur activité sportive de prédilection sans parier, rendant la réduction ou l'arrêt des paris parfois plus difficile, sachant que des fois c'est un sport qu'ils suivent et puis parfois c'est même un sport qu'ils font et qu'ils pratiquent. Donc cette indissociabilité est quand même quelque chose de très compliqué. Et en plus, il faut souligner que si parier est un sport, bah, finalement l'entraînement, le développement de compétences augmenterait les chances de gagner. Et finalement, ça renforce des distorsions cognitives des joueurs et ça peut favoriser d'autant plus le déni ou en tout cas ça peut amener à une minimisation du hasard. L'autre élément qu'on retrouve aussi beaucoup et qui va inciter et peut mettre en difficulté les joueurs, c'est toutes les stratégies de publicité en live, de promotion, de bonus en cours d'événements sportifs. Les contenus peuvent rendre l'envie de jouer plus urgente et rendant le pari plus impulsif. Ça amène à une implication émotionnelle, une minimisation des risques majeurs pour les paris en direct et une implication des parieurs qui deviennent finalement comme des joueurs avec une illusion d'influence sur l'issue du jeu. Le deuxième axe qui ressortait beaucoup dans les stratégies marketing en ligne, c'est quelque chose qui est pourtant pas très cohérent avec les mouvements actuels en 2025, mais c'est qu'au contraire, on a des stratégies marketing qui sont très genrées, faisant appel même à des caricatures en termes de genre. Alors, c'est sur donc des données internationales. C'est vraiment donc les jeunes hommes, notamment en Australie, sont cibles des stratégies marketing sur les réseaux sociaux pour les sites de paris et de poker, avec des stéréotypes auxquels les publicités font appel. Les hommes sont souvent représentés comme centraux. Les femmes sont plutôt représentées sur les publicités de paris ou de poker plutôt comme des objets assez sexualisés. Et ils font appel à une image de pouvoir dominant de l'homme sur la femme, avec deux stéréotypes clés qui étaient retrouvés en Australie. Celui de l'Australien, entre guillemets, moyen, pour lequel un jeu d'argent est le jeu d'argent est un échappatoire à une vie assez moyenne et peu intéressante. Donc, ça permet de rêver un quotidien plus stimulant. Et l'autre caricature utilisée ou stéréotype utilisé, c'est des bookmakers qui vont être représentés comme des joueurs puissants. Alors, le jeu d'argent est identifié dans ces stratégies-là comme un moyen d'affirmer sa loyauté, sa masculinité. Ça fait appel à des références assez même archaïques où jouer finalement est naturel, ça fait appel à l'instinct, c'est un processus, c'est associé au processus de survie et c'est indépendant de la volonté et c'est vraiment associé à cette notion-là de lutte pour la survie.
Et l'exception dans ce qui ressortait dans les articles sur cette thématique, hein, c'était plutôt les femmes qui étaient ciblées. Alors, c'était sur le bingo en ligne, en Grande-Bretagne notamment, où là, ils utilisaient plutôt des couleurs roses, mauves, des images de cocktails, des paillettes, des cœurs, promotion de produits de beauté et référence à la maternité. Donc, vraiment très ciblé, par contre, de manière féminine, et avec le bingo qui était représenté comme une activité sociale bénigne, adaptée aux femmes, et notamment aux femmes au foyer. Enfin, le troisième élément très important, c'est que les stratégies vont cibler les vulnérables, donc c'est-à-dire les sujets jeunes et les joueurs problématiques. Les adolescents australiens se disent très exposés au marketing digital des jeux d'argent, hein. 46% disent l'être au travers de sites internet, et voire même les adolescents se disent encouragés à parier, notamment via les différents outils numériques, via les téléphones portables. Et on sait que l'équipement en smartphone est très précoce, hein. Il y a beaucoup de Dell collèges qui sont très équipés. Et c'est l'intérêt, c'est que c'est accessible de partout, c'est peu cher, c'est confortable et c'est une pratique privée. C'est assez discret finalement la pratique des jeux d'argent. En France, et ça, c'est les données d'une étude faite par Thomas Amadieu qui a été sortie en 2025 et qui a été faite en Seine-Saint-Denis, trois quarts des jeunes interrogés estiment que les jeux d'argent devraient être moins disponibles, voire même interdits. Et 82,9% des jeunes interrogés sont d'accord avec le fait que les opérateurs de jeux cherchent à rendre les joueurs accros. Donc, il y a quand même une conscience dans la population plus jeune, mais même, je suis certaine qu'on ferait une étude en population générale en France. Je pense qu'il y a une prise de conscience et qu'on retrouverait des études, des données assez proches de l'Australie sur le fait que le marketing des jeux d'argent est très agressif et qu'on pourrait se questionner sur la régulation. Il y a une diversification de l'offre et de possibilités aussi multiples de jouer de manière simulée qui va aussi faciliter l'accès au jeu. Alors, les casinos sociaux, par exemple, les casinos en ligne qui vont un design qui va cibler le public jeune, avec des images de sport, de dessins animés, de pop culture. Il y a des modes d'accès aux pratiques aussi avec des miss personnelles, avec des jeux pour de faux au départ sans miss personnelle qui vont ensuite inciter à aller mettre de la miss personnelle. Et aussi, et ça ressort d'ailleurs de l'étude d'Amadio aussi, c'est qu'il y a un apprentissage via le gaming, avec notamment les loot box dans les jeux vidéo. C'est vrai que cette stratégie-là de loot box va être quelque chose qui se rapproche énormément des pratiques de jeux d'argent et qui peut être un mode d'entrée, ou en tout cas d'apprentissage des stratégies de jeux d'argent. L'influence chez les plus jeunes, en Australie, 75% des 8-16 ans peuvent citer au moins un produit d'un opérateur de jeu. 40% en Australie, toujours des jeunes interrogés, disaient souhaitaient essayer de jouer après avoir été exposés à une publicité, donc avaient conscience de l'influence de la publicité sur leur envie de jouer. Et la pratique de jeu chez les mineurs, même quand la législation interdit la vente aux mineurs, comme en France par exemple, hein, on sait que en France, plus d'un quart des jeunes de 17 ans a joué à un jeu d'argent dans l'année, mais ça va jusqu'à 60 à 80% selon les études et selon les types de population. Il y a un article qui travaille sur la notion de nécessité de protéger les jeunes, les enfants et les jeunes du marketing contemporain du jeu d'argent. Ce qu'on peut voir sur ce schéma-là, c'est qu'il y a vraiment une exposition des plus jeunes, mais au-delà d'Internet. Et c'est pour vous montrer finalement l'ubiquité des stimuli positifs marketing vis-à-vis du jeu. Parce que si on prend des jeunes enfants, ils vont être exposés à des événements sportifs où il y a du sponsoring, où parfois il y a même des produits dérivés qui vont être proposés. Dans l'environnement communautaire, dans la rue, il y a l'affichage public sur les publicitaires, dans les abribus, il y a du placement de produits, il y a des stimuli à chaque bar tabac PMU. Il y a des stimuli aussi portés, des publicités faites par des personnalités. Dans les réseaux sociaux, l'environnement social, les influenceurs, des filtres Snapchat, du sponsoring. Il y a aussi des promotions, des logos de jeux d'argent qui vont par exemple soutenir le sport, soutenir différentes disciplines. Et dans les médias traditionnels, c'est aussi extrêmement présent, notamment à la télévision, à la radio. Et puis, il y a aussi tout ce qui est responsabilité sociale de l'entreprise, notamment avec certains programmes qui vont renforcer le fait d'aller chez des mineurs, apprendre à bien jouer, en tout cas apprendre à jouer responsable, ce qui est une dynamique qui peut parfois être assez critiquée du fait que c'est finalement aussi ça participe à la normalisation de la pratique de jeu d'argent.
Alors, les joueurs problématiques, j'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, sont particulièrement sensibles aux stimuli marketing et puis sont une cible privilégiée. Mais c'est vrai que les joueurs problématiques ont quand même plus d'intérêt pour une marque et un produit de jeu d'argent et donc vont être assez attentifs finalement aux stimuli liés à cette marque et vont être plus favorables vis-à-vis de l'opérateur et tendance à consommer plus les produits des jeux. 30% des joueurs problématiques modérés rapportent que les promotions via les réseaux sociaux ont augmenté leurs difficultés par rapport aux jeux. Et les joueurs problématiques sont significativement plus à risque que ceux qui ne sont pas problématiques d'être influencés par les promotions, les bonus sur les sites de jeux d'argent en ligne. Et ça, c'est une étude qui est australienne. Les marketing sur les médias sociaux, bah, les stimuli externes liés aux publicités peuvent induire une urgence de jouer. Et c'est beaucoup plus difficile à contrôler chez les joueurs réguliers ou occasionnels. Les stimuli marketing positifs sont insuffisamment contrebalancés par des messages de prévention. Toujours en Australie, seuls 11,6% des opérateurs avaient des informations sur le jeu responsable sur leurs médias sociaux. Or, on sait que les joueurs problématiques pourraient être plus sensibles à ces messages d'information et messages de prévention, mais qui sont insuffisamment visibles ou accessibles dans un univers où il y a beaucoup d'images positives et incitatives. Il y a une étude norvégienne qui a exploré dans le qualitatif sur un groupe qui va demander de self-help. Ils ont rapporté finalement, ils ont demandé aux joueurs comment ils percevaient le marketing direct du jeu d'argent et c'était des joueurs problématiques qui ont eu des problèmes de jeu au cours de leur vie. Et finalement, ce qui ressortait, c'est qu'il y avait une influence négative perçue sur les stratégies de coping et d'adaptation, c'est-à-dire que le marketing direct rendait plus compliqué finalement les stratégies d'adaptation des joueurs, qu'il y a une influence qui est liée au niveau de sévérité des troubles, c'est-à-dire que plus les joueurs sont en difficulté, ben, plus l'influence du marketing direct va être important. Et que ça peut parfois être perçu comme aversif, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont à distance, ils peuvent se dire ah plus du tout, ça me donne plus du tout envie de jouer, pardon. Mais ça peut être aussi identifié comme un stimuli à risque de rechute, c'est-à-dire que ça peut au contraire redéclencher des envies et des difficultés chez des joueurs qui étaient à distance. Alors, les implications, ben, les premiers, c'est la question de la régulation du marketing des jeux d'argent. Alors, Addiction France, qui travaille beaucoup sur la question du marketing de l'alcool, s'intéresse à cette thématique-là. Mais c'est vrai que les régulations actuelles, notamment autour du jeu d'argent, vont s'appuyer sur les mécanismes d'autorégulation des comportements de jeu. C'est-à-dire que le principe, c'est que l'offre de jeu est disponible et c'est à l'individu lui-même de pouvoir s'autoréguler. Donc, c'est vraiment le paradigme du jeu responsable qui est relayé par l'industrie du jeu d'argent. Et c'est associé à des messages de normalisation du jeu, voire, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, des programmes de prévention pour équiper les jeunes à comprendre les risques des jeux d'argent et qui, pour certains, peuvent être financés par l'industrie des jeux d'argent. Ça, c'est un exemple ce qui vient cité en Grande-Bretagne, mais on peut avoir des exemples assez proches dans d'autres pays. Mais c'est vrai qu'il y a des conflits d'intérêts et des discordances entre les réels besoins à l'échelle de la santé publique et finalement les intérêts marchands des opérateurs. Et c'est quelque chose aussi qui est assez proche de ce qu'on peut retrouver dans l'alcool, puisqu'il y a aussi des gens qui défendent le fait qu'il faut finalement pouvoir apprendre assez tôt à bien boire, comme il faudrait finalement pouvoir assez vite apprendre à bien jouer. Mais c'est vrai que consommer de l'alcool et jouer au jeu d'argent ne sont absolument pas des besoins. Et la question on peut apprendre à bien manger, mais apprendre précocement à des mineurs à bien jouer ou bien boire peut s'interroger. On peut prendre en compte aussi l'autre élément important, c'est que la régulation parfois est à risque, parce que notamment sur toute la question des spécificités en ligne, puisque le risque, c'est si on régule trop et qu'on réglemente trop, ça a été un peu le cas avec la loi Evin et l'alcool, par exemple. La crainte, c'est qu'il y a un effet négatif des réglementations de la publicité sur les supports traditionnels avec finalement une migration des moyens dédiés sur les réseaux sociaux et le développement de stratégies qui contournent la loi, qui soient d'autant plus inventives, d'autant plus incitatives et sur les réseaux sociaux plus difficiles à contrôler. Et donc, c'est important d'avoir une vision globale parce qu'il y a peu de pertinence de mesures fragmentées, que ce soit en réel
ou en ligne, qu'il faut vraiment qu'il y ait une approche globale de la place finalement du marketing du jeu, notamment dans un objectif de protection de la jeunesse et de limiter finalement cette normalisation très importante du jeu d'argent qui peut se faire au travers de tous ces supports de médias. L'autre élément aussi, c'est de pouvoir adapter les mesures au public vulnérable. Alors, en Australie notamment, hein, il y a la question de la demande des usagers. Les jeunes soulignent la nécessité de supprimer les publicités de jeux d'argent dans le sport. Et 90% des personnes interrogées disaient adhérer à des mesures de régulation et d'interdiction des publicités de jeux d'argent en Australie. Donc, en fait, l'opinion publique serait probablement, en tout cas en Australie, c'est le cas, mais ce serait intéressant d'explorer en France, assez favorable à ce type de mesures de limitation. En Grande-Bretagne, en 2020, 80% des personnes interrogées trouvaient qu'il y avait trop d'opportunités pour jouer et moins de 20% trouvaient que c'était plus bénéfique, que le rapport bénéfice-risque était positif pour la société. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire des messages qui soient adaptés et qui ciblent les joueurs problématiques en ligne, puisque, comme j'ai pu l'évoquer, ce sont les joueurs problématiques qui sont particulièrement sensibles et qui vont, du fait de ces différentes stratégies marketing, être amenés à jouer encore plus d'argent et probablement encore plus souvent. Alors, les implications, il y a la question des campagnes médias généralistes, comme celle qui avait été faite par Santé publique France pour dire que parier, c'est pas rien. Alors, ces campagnes médias généralistes réduisent les intentions de jouer, mais les campagnes de pro plutôt jeu d'argent sont beaucoup plus efficaces et tellement plus nombreuses que finalement, les campagnes qui vont faire de la prévention vont être assez peu visibles. Et donc, les messages de prévention restent peu visibles à l'heure actuelle et l'impact est contrebalancé par cette surexposition à des stimuli très positifs. Il y a peu d'études, mais c'est sur le marketing du jeu et l'impact des campagnes de prévention dans les jeux d'argent. Mais c'est comparable finalement à l'alcool, dans laquelle, pour l'alcool, les stratégies, c'est assez proche, vous paraît dans les stratégies marketing de produits à risque pour la santé. Et c'est vrai qu'il y a une évaluation des campagnes de masse en France par rapport à l'alcool qui montrait qu'il y avait quand même une meilleure connaissance suite à ces campagnes des seuils et des risques et une baisse de la proportion des personnes qui étaient au-dessus des seuils à risque en population générale à court terme et pour certains sous-groupes. Donc, il peut y avoir un intérêt. Mais c'est vrai que dans le jeu d'argent, ça mériterait d'être évalué, exploré et surtout réitéré et plus visible tellement les visuels marketing sont tellement intenses et disponibles beaucoup plus que pour ce qui est de l'alcool à l'heure actuelle. Et voilà, juste pour terminer, cette petite vignette, cette petite vidéo qui ressort de cette campagne-là, mais c'est ce que je me tue à répéter aux patients en permanence. Les sites de paris sportifs, chaque année, ils dépensent des centaines de milliers d'euros en pub. Les vrais gagnants, c'est pas les parieurs, mais uniquement les sites de paris sportifs. Parier, c'est pas rien. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel aussi on peut travailler avec les patients. C'est ce qu'on peut aussi d'ailleurs faire avec les gens qui ont un trouble d'usage d'alcool, c'est de leur faire comprendre aussi qu'il y a une forme de manipulation, en tout cas, qui sont ciblés du fait de leur addiction et de leur sensibilité vis-à-vis du jeu d'argent et que c'est important pour eux de conscientiser cette manipulation pour éviter de tomber dans le piège souvent de processus assez inconscients que vont déclencher les stimuli marketing vis-à-vis